Un canal, des canaux. Nous sommes à Briançon, au-dessus de Briançon, précisément à Puy-Saint-Pierre. Vous voyez ce canal des querelles? Eh bien, il y a une démarche des plus intéressantes qui vise à classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO les canaux de montagne et l'irrigation traditionnelle. On va rejoindre l'un des historiens bien connus du Briançonnais, qui est par ailleurs professeur, Daniel Gilbert. Nous voici à côté de l'un de ces canaux du Briançonnais qui font partie réellement du patrimoine, même s'ils sont encore à ce stade un petit peu méconnus. Oui, ce sont des structures patrimoniales, on peut véritablement le dire, extrêmement anciennes. Les documents les plus anciens que nous ayons relativement à ceux-ci, même s'ils étaient existants auparavant, ça date du XIIIe siècle. Et c'est quelque chose qui est absolument indispensable à la vie traditionnelle ici. Et aujourd'hui, pour des motifs qui sont liés donc à un nouveau rapport au patrimoine et à l'environnement, ce sont des canaux qui ont repris une place pleine et entière dans la vie des gens qui y vivent. Dans les questions qui me viennent à l'esprit spontanément, à côté de ce canal, je me dis, mais finalement en montagne, pourquoi nos anciens, depuis 600 ans, 700 ans, ont-ils fait autant de travail? Parce que ce sont des travaux énormes pour faire des canaux, alors même que théoriquement il y a de l'eau facilement. C'est pas si évident. Non, il n'y a pas d'évidence. Nous sommes dans une région qui est semi-aride et les différences entre les UBAC et les adrets notamment sont tellement importantes qu'il y a absolument nécessité de créer une irrigation et d'amener l'eau parfois sur des dizaines de kilomètres. Il y a plus de 350 structures canaux dans le Briançonnais et plusieurs centaines de kilomètres de fait, avec des tailles plus ou moins importantes et certains canaux font plusieurs dizaines de kilomètres de long. Il y a pas mal de secteurs où ont été réalisés il y a des siècles ces aménagements. L'Embrunais particulièrement, la vallée de Valouise également et le Briançonnais. Pour quelles raisons peut-être ces secteurs-là? Pelvoux, Valouise, l'Embrunais, donc toutes des régions, le Briançonnais, qui ont des besoins en eau. C'est une chose que l'on retrouve avec la plupart des pays de montagne de l'arc alpin, dans la mesure où ce sont des structures qui ont perduré et que l'on voit encore aujourd'hui, parce que si les canaux existaient, y compris dans les zones de plaine, les travaux qu'il y a eu lieu, les changements, les bouleversements sur les champs, sur l'urbanisation, les transports, etc., ont fait que tout a été transformé dans les plaines, alors que ici, ce sont des zones quand même qui ont été marquées par la déshérence et le dépeuplement au 19e, et donc les structures ont perduré. Peu utilisées, mais elles ont perduré, et on les trouve encore dans l'état où elles étaient il y a 2 siècles. À ce stade, on peut souligner quand même ce qu'étaient ces travaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mini-pelle ou je ne sais quoi. Tous ces canaux sur des dizaines de kilomètres, ça c'est celui des querelles. Il y a eu de l'huile de coude de donner par nos ancêtres. Il y a eu énormément d'huile de coude. C'était des travaux qui étaient indispensables à la vie, donc il y avait des corvées qui étaient organisées et qui le sont encore aujourd'hui, mais alors pour un seul aspect, c'est-à-dire la remise en état au printemps. Donc l'ensemble des adhérents à l'association syndicale agréée, puisqu'elles sont gérées par des ASA, ce qu'on appelle des ASA, donc déposés avec des statuts déposés en préfecture pour l'utilisation rigoureuse donc de cette eau. Autrefois, donc les gens qui ont créé ces canaux ont travaillé parfois pendant des dizaines d'années. Il y a des exemples magnifiques, notamment sur Pelvoux, notamment en Suisse, de canaux en encorbellement sur plusieurs dizaines de kilomètres, avec des travaux d'architecture de très très grande qualité. Oui, parce qu'il faut jouer avec le relief. Par exemple, cette eau, elle vient de la Salle des Alpes, c'est ça? Alors là, vous avez une eau qui vient effectivement, qui est prise dans la Guisane, donc en amont de Saint-Chaffré. Mais vous voyez là, par exemple, qu'il y a une réalimentation de ce canal, parce qu'il y a de multiples fonctions à ces canaux. Ça n'est pas simplement, là vous avez un canal porteur qui permet ensuite l'irrigation par ce que l'on appelle des péras, c'est-à-dire des canaux secondaires qui donc irriguent les champs. Mais le canal a aussi d'autres fonctions. Ici, une fonction de récupération d'eau venant d'ailleurs, mais il y a aussi une fonction de drainage des terrains, notamment ici, du fait pour lutter justement dans des zones de montagne pentues, lutter contre les glissements de terrain. Donc le canal sert à drainer les eaux, sert également à nourrir les nappes phréatiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est aujourd'hui plus perçu, notamment par les décideurs et par les gens qui travaillent sur les canaux. On a perdu de vue cet aspect d'entretien et de plasticité communiquée au terrain par les eaux d'infiltration liées aux canaux. Le fait d'embuser justement les canaux, c'est quelque chose contre lequel se battent les ASA aujourd'hui, dans la mesure où ça fait perdre de vue une des fonctions essentielles de ces canaux. Alors ces canaux,
évidemment, lorsqu'ils arrivent dans les habitations, ils sont busés, comme on le voit ici à Puy-Saint-Pierre, au-dessus de Briançon. Et on va rejoindre Jean-Pierre Bouvet, qui a plusieurs casquettes, si je puis dire, Jean-Pierre, mais qui est entre autres le responsable de l'ASA dont on parlait avec Daniel de Valouis. Oui, de Pelvoux, spécifiquement. Oui, donc je suis président et je gère ces canaux. Et il faut bien préciser qu'on est propriétaire du canal. Alors par exemple, ici, oui. Le canal est embusé, oui. Il va rentrer vers Puy-Saint-Pierre, vers les habitations, et là, ça appartient à l'ASA. Ça appartient à l'ASA. Alors, le canal par lui-même, et de chaque côté du canal, il y a une servitude pour l'entretien et pour les travaux qu'on pourrait faire, qui est obligatoire pour les propriétaires. C'est-à-dire que les propriétaires sont encore propriétaires de leur terrain, mais ils doivent obligatoirement laisser cette servitude pour faire l'ensemble des travaux. C'est juridique, c'est pas un usage. C'est juridique, voilà. On a, comme je vous l'ai dit, une ASA fait des règlements qui font comme des décrets d'un maire, et dans ces règlements, il y a cette obligation. Cette obligation, tout propriétaire doit laisser le passage, et il y a sur leur terrain des servitudes d'usage. Voilà. Un petit mot sur ces ASA, ces associations syndicales. Alors, elles ont plus ou moins d'ampleur, parce qu'il y a des ASA qui gèrent par exemple le canal de Ventavon, des choses énormes. Hein. Ça remonte à quand? Ça remonte après le Moyen-Âge? Les ASA ont été constitués en 1868. Voilà. Après, donc il y a mais ça part de bien avant. Quand dans la charte des escartons, il y a une charte. On dit ce que c'est pour ceux qui connaissent pas les escartons. Il faut savoir que le Briançonnais a été pionnier. Ça a été l'une des premières républiques au monde entre la France et l'Italie. Le Briançonnais, le Piémont et le Queyras, c'était la république des escartons. Et à cette époque, le prince, Humbert II, a fait une charte qui donnait la possibilité aux propriétaires d'utiliser l'eau des canaux. C'est en 1343. Donc ça part de loin, mais les canaux existaient bien avant, depuis que les propriétaires, les gens habitent là. C'était une raison de vivre, hein, c'était pas l'idée première, c'est que les cultures sont à un endroit où il n'y a pas d'eau, et l'eau, les torrents, c'est des zones dangereuses. Donc il fallait amener l'eau de ces zones dangereuses, là où il y avait des habitations et des cultures. Donc ils ont fait des prouesses pour arriver à alimenter ces cultures et ces vies, quoi. On va marcher un petit peu sur le chemin de Saint-Jean, à rencontrer ceux qui travaillent, parce que la tradition qui accompagne ces canaux, ce sont les fameuses corvées. Et là voilà la corvée à Puy-Saint-Pierre, au jardin des canaux. Alors ce site de jardin de canaux, qui est finalement à côté des pistes du Provrel à Briançon, c'est une belle histoire, une volonté d'avoir essayé de faire de l'expérimentation, entre autres de la culture du chanvre ici. Tout à fait, c'est la volonté de retrouver les techniques traditionnelles, anciennes, qui étaient en usage dans le Briançonnais. Et au Moyen-Âge, la culture du chanvre était ici quelque chose d'extrêmement répandu. La Valouise et le Briançonnais étaient de très grosses productrices de chanvre textile, en fait. Et l'idée nous est venue il y a une quinzaine d'années d'essayer sur un espace contraint de retrouver un petit peu les techniques traditionnelles, à la fois donc au départ d'irrigation, d'où le nom de jardin des canaux, et ensuite donc de mise en valeur justement des techniques traditionnelles liées à la culture du chanvre. Et en matière d'irrigation, il y a donc juste au-dessus une réserve avec un nom bien traditionnel. Oui, ce que l'on appelle un gour, qui permettait justement d'atténuer les différences de précipitation, et donc le gour permettait de faire une réserve d'eau nécessaire à l'irrigation des canaux, comme on en trouve sur de multiples endroits. À partir du moment où vous avez besoin d'une eau régulière, il faut mettre un réservoir, sans quoi le régime des précipitations ici étant extrêmement différencié suivant les saisons, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a la même chose par exemple autour des moulins. Prenons bien conscience de l'importance de ces canaux du Briançonnais. 350 km. Écoutez bien, 350 km de canaux. Et du coup, il faut des bonnes volontés pour entretenir un petit peu tout ça. Et c'est l'exemple du groupe que l'on rejoint ici à Puy-Saint-Pierre. On va inviter son maire Vincent Faubert à nous rejoindre. Voilà, vous avez dit, je prends ma journée et d'une manière bien, je disais, citoyenne, je joue le jeu. Alors moi, je suis une partie de l'histoire. C'est-à-dire que à partir du moment où le CPIE a été du fait de financement,
obligé de quitter ce bel endroit. Moi, j'ai pensé que c'était le moment de reprendre cette culture du chanvre ailleurs, de façon à ne pas perdre le fil historique et éventuellement comment dirais-je, tout ce qu'on pouvait tirer de la plante chanvre, ce qu'il était et ce qu'il devenait. C'est-à-dire que maintenant, autrefois c'était le filage, c'était des choses comme ça. Et maintenant, on est vers l'éco-construction, on est vers la récupération des graines pour faire différentes choses. Et ça, je pense que Aurore va pouvoir vous expliquer parce qu'elle est agricultrice là-dessus. Moi, je suis plutôt un vecteur d'histoire. Vincent, Aurore, si vous voulez bien nous rejoindre. Vincent, d'abord, le principe de cette tradition des corvées, moi je trouve ça magique. C'est-à-dire des gens qui prennent leur journée pour venir relever les manches, donner la main. Il y en a qui sont en train de nettoyer là-haut. Oui, tout à l'heure, on ira peut-être voir ceux qui travaillent plus que nous. Là, on était plus sur la partie nous réflexions sur la relance de la culture. Mais moi, c'est vrai que ce que je note depuis que je suis maire depuis 2 ans, c'est un regain d'intérêt quand même pour ces corvées traditionnelles. On l'a vu un peu plus tôt au printemps au niveau des corvées des canaux qui mobilisent pas mal de monde. Et nous, au niveau de la municipalité, pour nos différents projets, on essaie régulièrement de faire appel aux habitants, que ce soit des fois pour reconstituer des sentiers, voilà, des chantiers un petit peu citoyens, et ça permet non seulement de travailler, mais aussi de partager des moments de convivialité avec la population. Et c'est ça, il y a le boulot, puis après le bon moment qui... Voilà, généralement ça se termine toujours autour d'un bon apéro. Là, on prendra un pique-nique tout à l'heure en fin de journée, et avec un petit apéro pour remercier les gens qui nous portent main forte. Sachant qu'il y a un problème de réglementation, parce qu'à un moment, l'État rappelle qu'en théorie, ces corvées devraient s'organiser avec des contrats de travail, etc. Ça paraît surréaliste d'entendre ça. Alors là, bon, je crois qu'il y a une tolérance, parce que tout le monde n'accepte pas cette idée, ça paraît surréaliste. Surréaliste, oui, non, là ça se fait plutôt à la bonne franquette, et franchement, il n'y a jamais eu trop de problèmes, il y a rarement d'accidents, donc on se fait un peu fi de tous ces aspects-là. Oui. Un contrat de travail pour tout le monde, c'est complètement fou. Aurore, vous êtes agricultrice à quel endroit, Aurore ? Alors, je suis à Saint-Blaise. À Saint-Blaise. Et alors, votre intérêt pour le chanvre vient de... Je cultive le chanvre depuis 2017. J'ai cherché à faire en sorte de revaloriser l'idée de l'éco-construction. Et au final, c'était une filière assez compliquée. Et je suis tombée sur un coopérateur international qui m'a fait connaître plusieurs variétés de chanvre que j'ai expérimentées. Et j'ai fini par faire de l'huile et des produits alimentaires et bien-être. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous rencontrez un intérêt ? Est-ce que ça fonctionne bien, quoi ? Ah, ça fonctionne, c'est génial, c'est merveilleux, c'est passionnant même. Tout ce que j'ai atteint au fur et à mesure des années, c'était d'abord la fleur, puis la graine pour faire de l'huile, puis la farine, et après de transformer les produits, d'utiliser l'huile pour faire des huiles de massage avec l'huile essentielle, d'utiliser la farine pour faire les pâtes. Les fleurs pour faire les bières. Voilà, je m'amuse à créer des produits. Là, en ce moment, je suis dans le savon. Voilà. C'est ce qu'on peut faire avec le chanvre. C'est impressionnant. Hein, pour la suite, tout le monde veut un peu revenir aux sources de l'arboristerie, des valeurs naturelles des soins. Alors, on s'est entouré d'une espèce d'imaginaire, mais il faut bien que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas de drogue. Hein. Non. On appelle de la drogue le THC, mais ça peut être un bon remède aussi. Oui, c'est ça. Il suffit de savoir l'utiliser à bon escient, et connaître les dosages et les transformations naturelles de préférence. Merci Aurore, comment s'appelle le petit bout ? Zaya. Merci Zaya de ta gentillesse, de ta patience. Alors, s'il y a bien une personne ici pour nous raconter l'histoire des canaux qui est une figure du Briançonnais et qui travaille donc sur ce classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO de l'irrigation traditionnelle, c'est Raymond Lesternel. Un personnage, on le rejoint. Il est là, à l'Ambre Raymond, le jeune homme. Ce qui me frappe, c'est que même ici sur la corvée, tout le monde vous connaît parce que vous avez été professeur, vous avez dû enseigner à en tant que président d'association géologique et minière du Briançonnais. Oui. Raymond, vous avez fait beaucoup de travail pour valoriser ces canaux. Maintenant, il y a cette procédure. Avec Claude Dumont, qui est décédé malheureusement, qui a fait un boulot d'enfer. Ce qu'il faut rappeler, c'est cette ambition de faire reconnaître cette tradition de l'irrigation traditionnelle par l'UNESCO. Ça vous paraît justifié ?
Ben, ça nous paraît justifié, mais il faut bien préciser qu'il s'agit de sauvegarder des pratiques et non pas des objets. C'est-à-dire que ces pratiques, c'est par exemple les stations de gourd qui sont remplies la nuit et vidées pendant la journée, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des pratiques qu'on sauvegarde, non pas des objets. Et donc ça a été décidé par 7 pays, dont malheureusement la France ne fait pas partie pour des raisons obscures que j'ai du mal à cerner. Mais c'est 7 pays, dont l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, etc., qui ont déposé un projet auprès de l'UNESCO pour que l'irrigation traditionnelle, et le gourd dont je vous parlais à l'instant, c'est l'irrigation traditionnelle, pour que cette irrigation traditionnelle soit conservée, préservée, sous forme de patrimoine immatériel, culturel immatériel. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette eau, finalement, elle est valorisée en permanence. Elle se perd, j'allais dire, au fil du canal. Mais elle se ressource avec les petits ruisseaux qui la rejoignent, mais elle se perd pas en fait cette eau. Elle se perd pas, non, non. Et puis elle alimente les nappes phréatiques. La nappe phréatique est le lieu d'eau potable sans intervention de l'homme. Donc c'est une richesse importante et il faut vraiment la maintenir, quoi. Elle se perd pas, non, 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 au contraire, elle s'enrichit. Sachant qu'elle joue un rôle aussi qu'on risque de prendre en compte davantage dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique pour les orages, etc. C'est-à-dire qu'elle permet d'éviter l'érosion, quoi. Et évidemment, ça éviterait beaucoup de dégradation de la montagne. D'ailleurs, dans la Rouillard où il y a eu ces grandes inondations, les canaux ne fonctionnaient pas et s'ils avaient fonctionné, ça n'aurait peut-être pas enlevé la catastrophe, mais ça aurait diminué au moins cette importance. Donc ça régule effectivement sur le territoire et ça la disperse sur l'ensemble pour le maintenir en éveil. Même les incendies de forêt, ici ça s'assèche de plus en plus et on risque d'avoir des incendies de forêt si on ne fait pas continuer à faire couler l'eau dans les canaux. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que Moi, ce que je voulais dire, elle passe aussi. Oui. On est sur un versant occupé par des terrains qu'on qualifie de terrains houillés, des terrains qui sont extrêmement fragiles, un peu sableux. Donc il est évident que lors de fortes précipitations, ces matériaux dévalent la pente et peuvent causer pas mal de dégâts et donner la production de lave torrentielle. Donc l'avantage des canaux, c'est qu'ils sont en travers de la pente et ils collectent l'eau qui ruisselle sur les parois et lui évitent de descendre plus bas. Et il la transporte jusqu'à la rivière, quelques kilomètres plus loin. Donc ces fonctions de drainage sont très importantes. Et on a fait faire une étude par un étudiant en géologie qui nous a fait une très belle étude qui montrait que la quantité d'eau à la fin du canal est supérieure à ce qu'elle est en entrée. Donc d'où vient ce supplément? Il faut bien qu'il vienne de quelque part, il vient du drainage des versants. Il n'y a pas d'étiage pour les canaux. J'allais dire, l'été, c'est presque le moment où ils sont le plus pleins. C'est fou. Oui. En fin d'été, c'est des fois un peu compliqué, mais autrement, c'est l'été, oui, où il y a, et c'est là où on en a besoin. Mais il y a des zones, par exemple dans le Buech, où ils ont beaucoup d'eau, dans les zones dans les moments où ils n'ont pas besoin, parce qu'ils n'ont pas de culture, et ils ont beaucoup de difficultés l'été parce que c'est la sécheresse. Donc il faut trouver les moyens de faire des réserves d'eau et les canaux peuvent faire jouer ce rôle-là par des retenues collinaires, par des gouttes, comme disait Raymond. Là. Ouais, l'eau, elle passe en ville en plus, parce que Briançon évidemment a grandi sur les canaux. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ il y avait des champs. Et comme les canaux ne peuvent pas être détruits, ils sont pérennes, donc quand l'urbanisation s'est faite, elle s'est faite en respectant les canaux. Ce qui fait que ces canaux qui étaient autrefois dans des champs se retrouvent en pleine zone urbaine, ce qui est, à mon avis, l'aspect le plus étonnant du Briançonnais. Elle est en plein centre-ville, là où circulent des bus, des voitures, etc. Vous avez des canaux qui coulent et qui font du bruit. À tel point, ils font tellement du bruit que les gens croient que ce sont des eaux usées. Ce ne sont pas, je vous le rassure, ce ne sont pas des eaux usées, ce sont les canaux. Sur le boulevard du Lautaret, le grand canal de ville donne naissance à ce qu'on appelle des péras qui coulent le long du boulevard du Lautaret. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus étonnant. Ouais, sachant que le plus célèbre des canaux, c'est la Gargouille finalement. C'est la Gargouille. Qui suit le canal Gaillard. Oui, qui suit le canal Gaillard, mais il n'y a pas si... Ramification. Ramification, oui. C'est une péra, en fait. Ouais. Oui, une péra du canal Gaillard qui alimente la Gargouille et qui, il y a je ne sais plus combien d'années, là, c'était alimenté par de l'eau de ville. Et depuis que la Gargouille est alimentée par le canal, ils ont fait des économies d'eau extraordinaires, quoi. D'eau potable, je dis bien. Avant la guerre, pour des raisons de basse économie, ils avaient alimenté la Gargouille avec de l'eau de conduite.
Et c'est seulement en 1992 qu'en accord avec le canal Gaillard, l'eau a été produite par le canal Gaillard. Ce qui fait que ça ne coûte rien à la commune sur le plan de consommation d'eau potable. Alors reste à transmettre cet usage, cette tradition de l'irrigation dans nos montagnes. C'est modestement la vocation de cette émission, mais de beaucoup d'actions, de cette candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais ce sont aussi des actions, j'allais dire, très concrètes. Vous allez voir les gamins dans les écoles. Oui, alors c'est une action qui a été proposée par notre fédération, la FDCIG 05, et qui demande à tous les président d'ASA, de faire une action auprès des scolaires pour montrer l'intérêt du fonctionnement des canaux et aussi la modernité de ce mode de gestion de l'eau. Parce que là, on économise énormément d'eau potable et qui permet de faire fonctionner toutes ces zones de montagne. Donc on fait une action auprès des scolaires et ils sont très réceptifs pour ce genre de choses, et on espère avoir après des bénévoles et des personnes motivées et intéressées par le maintien de ces canaux. Je voudrais rajouter que récemment, le collège Garcin a fait une journée citoyenne. Au cours de cette journée citoyenne, ils ont consacré une bonne partie des visites aux canaux qui cernent le collège des Garcins, avec une association, une ASA, des ASA de Pont-de-Servière. Et donc c'était pour montrer comment la gestion collective des canaux se fait dans ce secteur-là. Donc journée citoyenne que je salue. On a perdu Daniel depuis tout à l'heure. Alors on va essayer de le rejoindre. Et voilà, la corvée traditionnelle, ça va messieurs? Ça. Il y en a de la tourbe, je ne sais pas si c'est le bon terme, ouais. Il y en a, hein. C'est bien ces traditions de corvée. Bon, Ça, c'est tous les 30 ans, ça. Tous les 30 ans, ouais. C'est tous les 40 ans, hein, on va dire comme ça. Non, tous les combien? Peut-être plus encore. Ouais. Les canaux, c'est chaque année, le gour? Ça, c'est pas le canal, ça. Ouais, c'est un gour, hein. Celui-là, il a été fait il y a 15 ans. Hein. Il a été fait il y a 15 ans, ouais. Le jardin des canaux en... Ah oui, quand on l'a remis en eau, il avait fallu commencer par ce que vous faites, c'est-à-dire effectivement vider le gour avant de le remettre en eau. Ouais, ça s'embourbe forcément, quoi. Non, vraiment, bravo les gars. Hein. Bientôt l'apéro, c'est ça? C'est prévu ou pas? Bon, alors, ça va selon la tradition. Merci à vous. Daniel, pour finir cette émission, voilà, on a vraiment voulu mettre en lumière ces canaux du Briançonnais, cette véritable richesse, 350 km de canaux de partout dans la Guisane, dans le Briançonnais. Reste quand même des questions qui touchent à la réglementation, on l'a évoqué pour ceux qui font les corvées, bientôt il leur faudra des contrats de travail, c'est surréaliste, mais tout aussi surréaliste d'ailleurs la vision de l'État sur ce sujet, et entre autres des agences de l'eau, des agences de bassin. C'est le problème à l'heure actuelle de l'ensemble des associations syndicales agréées, des ASA, dans la mesure où il y a une volonté de la part de l'État d'un certain dirigisme et une volonté qu'on peut comprendre de rationalisation de l'utilisation de l'eau, avec la mise en place de compteurs sur les prises d'eau donc qui alimentent les canaux. Le problème, c'est que ça ne correspond en rien à ce que sont les pratiques traditionnelles, parce que même si je parle depuis tout à l'heure de pratiques traditionnelles remontant au Moyen-Âge, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument moderne. Sauf que cette modernité, elle s'accompagne d'une prise de décision et de travaux collectifs, d'utilisation collective d'un bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire prendre en compte par l'État. Dans la mesure où, comme je disais, la volonté de rationalisation a plutôt tendance à imposer des normes descendantes avec la possibilité ou non d'utiliser l'eau à un moment ou à un autre. Et ça s'éloigne complètement de ce qu'était la gestion commune des canaux. Merci Daniel, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. On est vraiment très heureux de vous avoir montré ces canaux du Briançonnais et on croise les doigts, on touche du bois pour que cette reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO, reconnaissance du patrimoine immatériel soit faite pour ces canaux extraordinaires du Briançonnais.